Tiens, question pertinente. Vous pensez quoi de l'or physique? T'en Ah bah penses là, quoi, Théo? bon, Il y on a va de quoi ouvrir dire là. notre volet. Oui, bah, c'est vrai parce on s'était intéressés, je pense, un peu tous les deux. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal creusé le sujet de l'or. Pas mal de bouquins aussi, parce que c'est vrai que du coup, c'était pendant le moment, la crise sanitaire, donc c'était la folie, la fin du monde, tout allait s'arrêter. Du coup, c'est vrai que le sujet a été bien remonté sur le tapis. Et du coup, je m'y suis quand même pas mal intéressé. Et c'est vrai qu'au final, il y a des choses à faire dans l'or. Après, c'est vrai qu'avec le recul, quand tu regardes les performances, c'est pour conserver ton pouvoir d'achat, pour combattre l'inflation. Mais en gros, ce que tu peux acheter avec de l'or, ça varie pas forcément au cours du temps en termes d'inflation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inflation, donc le prix de l'or augmente. Mais en termes de performance, j'ai peut-être des données que je chercherai pour après. Je vais finir. Ouais, attends, je vais le montrer. Comme ça, on pourra partir de là-dessus. Alors. Tu veux partager ton écran? Ouais, je vais partager pour montrer l'évolution du prix de l'or. Après, le graphique n'est pas actualisé à Là, on est à la 100%. TH, hein. On a dépassé la TH, je crois, sur l'or. Ouais, après là, c'est pas forcément, c'est même pas actualisé sur les 10 dernières années, je crois, mais bon. Ouais, vas-y, je le mets. Nickel. Donc là, c'est Essaye de zoomer encore un peu plus ou de mettre en full écran si tu peux. Vas-y, on va faire comme ça. Est-ce que c'est mieux là? Moi, ça n'a rien changé. Si tu peux te mettre en full. Je suis en Bon, full. sinon on voit, mais c'est pas grave. Ouais, bon, ouais. C'est le retour total des stocks US, des bonds, donc les obligations d'État, et l'or et le dollar de 1802 à 2012, donc un peu plus de 200 ans quand même. Et tu te remarques que l'or, au final, il a augmenté un petit peu, tu vois. On a passé on en a TH parce qu'il y a beaucoup d'inflation et tout, mais par rapport aux actions, par rapport aux obligations d'État, et bon, par rapport au dollar forcément, parce que lui, il s'est fait démonter comme toutes les monnaies fiat. Mais au final, t'as pas en 200 ans, t'as fait un x4, x4,5, quoi. Avec l'inflation, c'est pas forcément en termes de pouvoir d'achat et j'arrête de partage. En C'est termes de bon. pouvoir d'achat, c'est pas quelque chose qui est où tu vas faire vraiment des grosses performances comme sur la crypto, aller vraiment faire des gros multiples, même s'il y en a. Mais du coup, c'est encore une fois, prenez vraiment once d'or versus mètre carré, once d'or versus prix d'un kilo de viande, tu vois, des trucs comme ça, où tu vois vraiment le pouvoir d'achat adossé à l'or versus ce que tu peux acheter dans la vie réelle avec. Et au final, tu te rends compte que c'est pas non plus, tu n'as pas des performances exceptionnelles du tout, quoi. Ça suit à peu près l'inflation. Donc après, en tant que classe d'actifs hedge contre l'inflation, ça performe bien parce que justement, actif anti-crise aussi, qui est résistant pour les crises et tout, ça joue quand même bien son rôle. Donc pourquoi pas en avoir un petit peu. Après, c'est vrai que l'or physique, en termes de gestion, c'est un peu c'est compliqué, tu vois. En plus, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles lingot d'investissement, c'est un côté. Si tu parles sur tout ce qui est pièces d'investissement, voire du bismatique, c'est encore une autre gestion. Exactement, tu as des primes qui sont différentes, mais déjà, rien que le fait d'acheter des lingots en physique, c'est comme un market maker. Au final, tu as du spread à l'achat, à la vente qui est quand même assez important par rapport au cours du marché. C'est-à-dire que tu as ton cours du marché et si tu essaies, tu te connectes à n'importe quelle boutique en France ou à l'étranger pour acheter en physique, aller chercher toi ou qu'on te le livre ton or en physique, ben, le spread est quand même assez important parce qu'il y a moins de volume que sur un exchange de crypto où il y a quand même un petit peu de spread du market maker. Mais en gros, tu vas avoir peut-être une différence entre le prix du marché. À l'achat, ça va te coûter peut-être 5, 6, peut-être 10% plus cher pour les pièces à l'achat. Et à la revente, pareil, ils vont te proposer un peu moins que le prix du marché, mais peut-être 5, 6, 10% en fonction du type de véhicule. Alors, soit des lingots, soit des pièces que tu as utilisées. Et après, il y a tout le côté un peu Gestion. plus exactement gestion, logistique, où tu le stockes. Chez toi, bon, tu peux en avoir un petit peu, mais on comprend bien que c'est pas optimal d'avoir 50, 100 000 balles en lingots d'or planqués chez toi. Bon, c'est un peu
Moi, je le ferais pas personnellement. Et après, où c'est que tu le mets, quoi? Est-ce que tu le mets dans une banque? Mais du coup, pourquoi tu mets pas tes fiat à la banque et pourquoi tu mets ton or à la banque? C'est un peu, tu vois? Alors, ça, c'est Voilà, pas c'est dans très. ces banques, mais tu as des, Oui, mais tu as des services entreprises aujourd'hui. spécialisées, mais au final, c'est quand même, tu passes par une entreprise tierce pour stocker tes trucs. Ah, Du bah là, coup, oui, c'est carrément. pas optimal. C'est vrai que c'est plus le côté logistique. Et puis après, si tu veux bouger, bon, si tu es localisé, tu sais très bien que tu veux rester toute ta vie dans un endroit précis. Bon, tu peux peut-être trouver des trucs, mais si tu as envie de bouger d'un pays à l'autre, à l'aéroport, au-dessus de 10 000, tu es obligé de déclarer. Si tu travailles avec ta valise pleine de lingots, à la douane, en plus, ça dépend dans quel pays tu vas, mais moi, je ne serais pas confiant, tu vois. Je serais pas sûr d'arriver à l'aéroport, passer à la douane avec mes trucs. Du coup, c'est vrai que c'est pour l'or physique. Moi, je me dis, c'est mon avis personnel. Après avoir quand même recherché quand même pas mal le sujet, pourquoi pas en avoir un petit peu chez toi en anti-crise, si jamais, voilà, on pourra faire un truc, mais je ne suis pas totalement convaincu non plus que ça soit, si jamais tu as besoin de t'en servir, de commencer à faire du troc avec ton or ou de devoir le revendre. Bon, si vraiment tu as la crise qui est arrivée, est-ce que voilà, les conditions permettront de faire ça bien? Et après, par contre, tout ce qui est investissement dans l'or en général, les actions, tout ce qui est royalty flow, les entreprises minières, Minière. Ouais. c'est comme dans la crypto, on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises. Tout ce qui va être entreprise de minage de Bitcoin, des choses comme ça, et entreprise de minage d'or, ou tout ce qui est système des royalties, donc ils vont prêter de l'argent aux entreprises de minières et qui vont se rémunérer soit avec un pourcentage du rendement, soit directement en or. C'est un jeu un petit peu de leverage versus l'actif qu'ils travaillent. Donc l'or, les entreprises minières, en général, elles ont plus de volatilité. Donc si le cours de l'or va bien, les entreprises minières vont bien aussi parce que du coup, elles ont des réserves, celles qui extraient la matière première. Par contre, si le cours de l'or prend baisse, on va dire ça comme ça, les entreprises minières, du coup, elles ont des coûts de fonctionnement qui sont fixes ou alors peut-être même qui ont augmenté si elles ont ouvert une autre mine. Et du coup, elles se retrouvent avec leur actif principal qui baisse, comme les mines en Bitcoin au final. Ils se retrouvent avec ce qui est la commodities, la denrée la matière première exactement qu'ils produisent, qui baisse de prix, qu'ils ont besoin de vendre parce qu'ils ont des coûts de fonctionnement, ils ont besoin, en plus c'est des trucs capital intensifs parce que tu as besoin d'investir énormément pour ouvrir une mine, ça coûte très cher de financer le projet, comme les mines de Bitcoin, ça coûte très cher d'acheter tes hangars de ASIC, et du coup dès que ta matière première commence à baisser, du coup tu as des C'est frais de plus rentable pour fonctionnement. toi. Mais c'est ça, c'est plus rentable pour toi. Exactement. Si le coût de la matière première, si ce que tu extrais te rapporte moins que les coûts de fonctionnement en termes d'électricité, en termes d'essence, en termes de tout ce que tu veux en fonction de ce que tu extrais, tu deviens plus rentable. Et en fait, soit ceux qui s'en sortent sur le long terme, c'est les grosses entreprises qui peuvent faire des économies d'échelle ou qui ont des grosses réserves ou qui peuvent extraire la richesse pour des coûts de fonctionnement relativement bas. Pourquoi toutes les entreprises de Bitcoin, ils sont près des sources d'énergie peu chères, type en Islande, près des volcans, là où il y a de l'énergie qui est très peu chère parce qu'ils baissent leur coût de fonctionnement. Et du coup, ça leur permet de rester rentable, même si le prix du Bitcoin est assez bas. Au final, c'est logique. Les mecs, ils optimisent le capital, ils regardent où ça leur coûte le moins cher pour baisser leur coût de fonctionnement. C'est l'entreprise 101. Du coup, pour revenir à la question, parce qu'on s'est un peu égaré, l'or physique, pourquoi pas en avoir un petit peu en termes de diversification? Avant, il y a les conseillers financiers, les conseillers d'en avoir 10% dans les années 70, 80, pourquoi pas en avoir un petit peu. Mais dans tous les cas, je n'aurais pas un très gros pourcentage en or physique et encore moins chez moi. Mais bon, et après, vous pouvez avoir, entre guillemets, de l'or physique parce qu'il y a des dérivés aussi. Là, on va partir dans un truc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'en parle beaucoup sur Éternel Étudiant, encore une fois. Mais si vous décidez de vous exposer à de l'or qu'on peut appeler physique, même si pour moi, ça reste encore de l'or papier, vous avez par exemple la gestion indicielle avec les ETF. Vous avez des ETF à réplication physique ou des ETF à réplication synthétique. Ceux qui ont une réplication physique, ça veut dire que pour chaque part d'ETF qui sont émis, sont obligés d'avoir le même actif en sous-jacent pour garantir la valorisation de ce qui a été émis sur le marché. Donc, si vous investissez sur des ETF à réplication physique, par exemple pour les métaux précieux, ça veut dire que pour chaque part d'ETF qui ont été émis sur le marché, il y a de l'or physique dans les coffres de la boîte. Après, on peut se dire, OK, est-ce que la boîte elle est correctement auditée et tout? Et pour moi, même si on parle là d'or physique, il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas vraiment du physique parce que je ne l'ai pas chez moi. Tu vois, physiquement, je ne l'ai pas avec moi. Et je le comprends. Mais en même temps, ce n'est pas non plus du synthétique. Ce n'est pas vraiment que de l'or papier, dans le sens où il est censé y avoir une garantie.
Donc voilà, il y a plein de choses à savoir en fait sur les métaux précieux. Ce qui est sûr et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si jamais vous avez envie de vous créer un portefeuille vraiment long terme, diversifié, sur lequel vous pouvez vous reposer pour votre indépendance ou votre liberté financière, avoir une part plus ou moins importante en fonction de ce que vous voulez faire, mais avoir quand même une partie de notre portefeuille sur des métaux précieux, c'est important. Voilà. C'est la Le permanent diversification, hein. voilà, ça fait partie de la diversification. Il y a le all-weather portfolio de Ray Dalio qui, après plein d'études et de recherches, montre que c'est intéressant. Il y a le permanent portfolio aussi de Harry Brown, je crois aussi, qui présente ça. Donc bref, en fait, il faut comprendre l'intérêt de chaque classe d'actifs et de voir comment ça peut s'articuler dans un portefeuille diversifié et intelligent. Voilà. Et de se dire, bah, si on est dans une période d'inflation et d'une croissance faible, eh ben, c'est plutôt tel type d'actif qui va augmenter. Si on est dans une période de déflation avec, avec une croissance plus élevée, bah, voilà, ça va avoir d'autres impacts aussi sur notre portefeuille. Donc, en fait, de se dire, il y a un cadran en fait, que je présente sur ma chaîne YouTube qui montre les différents climats économiques. Et en fait, on se rend compte que si on est suffisamment bien diversifié, s'il y a une classe d'actifs qui baisse, ben en fait, on en a une autre qui va prendre le dessus, etc. Et que globalement, ça permet de lisser la volatilité et d'avoir des performances qui sont plutôt stables et durables sur le long terme et qui bat aussi l'inflation. C'est ça le but, c'est qui vous permet de gagner du pouvoir d'achat avec le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, pour compléter un petit peu, on est en train de s'égarer un petit peu, mais je pense que c'est important d'avoir ces considérations aussi. Moi, je l'ai compris très récemment. Au final, je me dis, putain, pourquoi les gens ils continuent d'investir dans des hedge funds? Tu vois, alors ces trucs gestion active, tu te rends compte Truc que de les mecs, fou, ça. ils sous-performent et tout, mais au final, Et il coûte tu vois, c'est un cher. truc de fou. Ça coûte très très cher, ça sous-performe, et ils sont pas sûrs de la garantie. Mais au final, c'est pas fait pour des gens comme vous et moi. C'est fait pour des gens qui ont vraiment énormément d'argent, qui sont diversifiés sur toutes les autres classes d'actifs possibles. Et au final, sur une petite partie de leur portefeuille, qui est de plusieurs millions, voire centaines de millions, ils ont un peu de hedge fund parce que peut-être que justement, c'est ce qu'ils ont besoin en termes de diversification parce que la période, les quelques années où le hedge fund il va surperformer par rapport au reste, ben, eux, ça leur équilibre leur portefeuille, mais parce qu'ils ont déjà en fait un peu tout à côté et c'est juste une petite portion qui vient équilibrer parce que voilà, ils ont fait leurs calculs, ils ont leur manager de fonds familiaux qui ont dit vas-y, ben, à ce moment-là, c'est intéressant de rentrer un petit peu sur ce hedge fund parce qu'il va peut-être super performer parce qu'il est super exposé à tel type d'actifs. Et du coup, dans la balance globale du portefeuille, ça t'équilibre. Mais pour eux, ça peut être peut-être, ça peut faire sens, ça peut être logique, mais pour quelqu'un lambda, c'est pas du tout recommandé, tu vois, parce que tu regardes les coûts, tu regardes la gestion, tu regardes le rendement, c'est pas forcément logique. Et après, tu vois, en termes de répartition de portefeuille, en termes de retail, t'as pas forcément non plus énormément de choix. Mais Non, comme mais tu en as tant dit, que tu vois, c'est retail, de toute façon, je vais être clair. Foutez votre banquier à la porte, apprenez à gérer votre argent, faites de la gestion indicielle et vous me remercierez dans plusieurs années. Voilà. Venez sur Éternel étudiant, jetez un coup d'œil sur ce que je fais. C'est des études académiques, des choses que je présente. Ça marche. Ce pas des trucs que je sors de mon chapeau. Si vous faites gérer votre argent à quelqu'un qui va avoir des objectifs qui seront aux antipodes des vôtres, ne venez pas pleurer dans plusieurs années quand vous avez perdu de l'argent. Parce que même si en numéraire, vous pouvez voir votre portefeuille qui augmente, dans la réalité, vous ne battrez pas l'inflation avec les placements classiques qu'on vous donne dans les banques tradies. D'ailleurs, même si vous en parlez, vous avez quelques connaissances sur le sujet et vous essayez d'en parler à votre banquier d'un ETF, il y a certains, ils vont vous regarder avec des billes comme ça. Ils ne savent même pas ce que c'est. Les gens, c'est des commerciaux. Ce n'est pas des investisseurs. Ils ne sont pas libres financièrement, ces gens. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une relation commerciale avec elles. Ok, tu me prêtes de l'argent pour que je puisse acheter un bien immobilier. Bon, bah ok, je te prends un placement pourri d'assurance vie que tu me donnes où je vais perdre de l'argent, mais ok, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est ça aussi, c'est du commerce, mais ce n'est pas de l'investissement. Et autre point important aussi, quand tu parles des gros investisseurs qui mettent de l'argent dans les hedge funds, ça leur permet de se diversifier, mais ça leur permet surtout aussi d'avoir accès à des deals auxquels ils n'auraient pas pu avoir accès autrement. Si aujourd'hui, vous voulez investir, par exemple, dans la construction de nouveaux hôpitaux, est-ce que vous, en tant que particulier, vous pouvez le faire? Non. Est-ce que vous voulez… Il y a des deals, en fait, même dans la diversification immobilier et tout, il y a des deals en tant que particulier auxquels tu n'as même pas accès. C'est-à-dire pour ça qu'il y a même des catégories aux États-Unis avec des investisseurs accrédités et des investisseurs dits particuliers. Parce que quand tu es investisseur accrédité, il y a des trucs qu'on va te filer, qu'on va te prêter, auxquels les particuliers, de toute façon, n'auront pas le droit. Et c'est pour ça que l'argent aussi appelle l'argent. Parce que plus tu as d'argent, plus on va te filer des deals qui sont intéressants et des trucs qui sont sous-cotés. Les mecs qui ont acheté, je vais revenir à la crypto, hein, des mecs qui ont acheté de l'ILV, donc Illuvium, à 1 euro,
parce qu'il y a eu plusieurs rounds de VC, donc de venture capitalistes, des rentrées d'investissement en fonction du palier et du niveau de croissance de l'entreprise, mais ça se fait par vague. Pour Solana, je ne sais plus combien c'était, le prix d'entrée, c'était quelques centimes, 30 centimes, 40 centimes à l'époque. Illuvium, ça a été 1 ou 2 euros. Est-ce que vous, en tant que particulier, on vous a donné accès à ce genre de truc? On peut se dire, ouais, regarde Ethereum, j'aurais pu participer à l'ICO. Un Bitcoin, à l'époque, ça valait 2000 balles, 200 $. Et à l'époque, le ratio, c'était, je crois que c'était un Bitcoin égale 2000 Ethers lors de l'ICO. Faites le calcul aujourd'hui, regardez le ratio. Hein. Entre un Bitcoin, combien ça vaut d'Ether. Et ce ratio ne fait que baisser comme ça avec le temps. Et en fait, c'est des cas très, très, très spécifiques, mais globalement, et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en crypto, et c'est pareil en finance tradi, tu as ceux qui rentrent très, très tôt avec des deals spécifiques privés auxquels les particuliers n'ont pas le droit, et en général, on leur donne des prix qui sont peut-être 10 fois, 100 fois moins chers que vous. Et donc, ils vont hyper le projet. Donc, eux, ils sont déjà sur 1 x 100, 1 x 200. Vous n'êtes même pas sur 1 x 2. Ils vont commencer à dumper sur la tronche et vous faites éclater. Et il y a plein de projets comme ça. En crypto, c'est ça. En finance tradi, c'est pareil. Si vous faites du private equity, c'est pareil. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Plus tu as d'argent, plus tu as accès à des deals, plus tu vas faire du pognon. Mais en tant que particulier, je pense que l'idée, pour terminer cette question et qu'on continue d'avancer aussi, c'est pas d'essayer de surperformer le marché, c'est pas d'essayer de faire mieux que les professionnels, parce qu'aujourd'hui, la majorité d'entre eux font pas mieux que le marché. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'être suffisamment diversifié et d'être tout simplement le marché.